Les élites de la France au XVIIIe siècle, disons sous le règne de Louis XV, représentent une infime minorité de la population française. On est à peine à 1%. La grande majorité de la population vit à la campagne, ce sont des paysans. Et ces élites représentent vraiment une infime minorité. Mais c'est celle que l'on connaît le mieux, et c'est celle qu'on apprécie le plus, parce que d'abord on a tous plus ou moins un tempérament de voyeur qui nous fait lire Gala, Voici et autre chose comme ça pour savoir ce que font les gens riches de leur vie et de leur argent, et puis surtout parce que la richesse des gens de cette époque leur a fait faire fabriquer et créer des œuvres d'art qui font aujourd'hui la joie des visiteurs des musées et le grand succès de l'artisanat français, puisqu'au XVIIIe siècle, cet artisanat était réputé dans le monde entier et que c'était jusqu'en Chine que l'on envoyait des pendules, de la porcelaine, la porcelaine française, des sculptures, du mobilier. Donc notre pays était à la pointe du luxe, de la fabrication du luxe. Il y a eu une exposition l'année dernière, je crois que c'était au musée Colignac sur la fabrique du luxe. Et la ville du luxe par excellence, c'est celle qui encore aujourd'hui est celle où il y a tout qui se passe, c'est Paris, évidemment. Alors la vie quotidienne des élites, ça n'est pas, comme on le croit souvent dans nos mentalités d'aujourd'hui, de l'oisiveté. On passe sa journée du matin jusqu'au soir à flâner, à discuter, à jouer aux cartes. Non. Si c'était ça, cette classe sociale aurait disparu très très rapidement, et plus rapidement qu'elle ne l'a fait. Encore qu'elle n'a pas disparu, elle a muté à la Révolution. Pas du tout. En fait, la noblesse du XVIIIe siècle est extrêmement occupée. Sa journée est séparée en plusieurs moments qui font l'objet d'une codification considérable, à tel point que si elle est la seule classe sociale de l'époque qui peut, si elle le veut, se lever à n'importe quelle heure du jour, eh bien il y a tellement de choses à faire dans la journée, et c'est tellement codifié, que se lever au-delà de 7-8 heures du matin n'est pas envisageable. Donc rentrons maintenant dans le quotidien de ces gens qui vivent, évidemment pas à Verdun-sur-Garonne, ni à Escatallens, ni ailleurs, mais plutôt à Paris, ou dans de très très grandes villes, Bordeaux, Nantes, Lyon, des lieux où il y a une sociabilité, où l'argent est canalisé par les sources économiques, où peut se développer une sociabilité. Donc, cette vie quotidienne, c'est une vie de luxe qui s'évalue par rapport au cadre de vie, à la qualité d'exécution des objets que cette société utilise au quotidien, que ce soit des objets que l'on va jeter après usage ou qui sont pérennes, le raffinement des meubles, le raffinement des objets, les vêtements portés. C'est une société très hiérarchisée à l'époque, donc selon son rang social, selon son appartenance sociale, on ne porte pas les mêmes vêtements. Le noble va se distinguer par des vêtements plus riches, plus colorés. Le bourgeois va plutôt porter des teintes neutres et beaucoup de noir. Et le paysan, lui, va porter en général du marron, du brun, qui sont des couleurs qui se salissent beaucoup moins vite. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de machine à laver, qu'il n'y a pas qui habille et autres machins qui importent à 3 francs 6 sous des t-shirts fabriqués par des petits-enfants dans des pays esclavagistes, mais que tout est fait sur place et qu'on ne porte le même vêtement que pendant 2 à 3 ans, avant qu'il soit en lambeaux et qu'il serve ensuite aux enfants. Donc, ce sont des sociétés qui ne gaspillent pas, ou du moins le moins possible. Il y a également la nature des activités qui caractérisent cette société, puisque toute classe sociale se distingue de celle qui est immédiatement en dessous par des pratiques qui n'est pas celle du dessous. Et dès lors qu'une classe inférieure commence à imiter la classe supérieure, et bien la classe supérieure trouve d'autres stratégies pour se distinguer. Et puis il y a également les petits animaux de compagnie. Alors le matin, que se passe-t-il? Le matin, madame et monsieur se lèvent. Alors je rappelle qu'à cette époque-là, il n'est pas normal pour un couple de coucher dans le même lit. Ça ne se fait pas.
Monsieur a sa chambre, madame a la sienne. En général même, dans les grands hôtels particuliers, dans les châteaux, chacun a son étage. Monsieur a souvent le premier, madame le rez-de-chaussée. Donc pas de lit commun. Lorsqu'on a besoin de se retrouver pour faire un enfant, eh bien on le fait, mais le reste du temps, chacun a sa vie, chacun est libre, et il n'est pas mal vu même d'avoir maîtresse et amant. C'est un système de fonctionnement strictement aristocratique. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, mais enfin, qui sont largement tournées en dérision. Donc chacun est de son côté, vit à sa guise, mais se retrouve de façon très soudée lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du non. Car dans cette société, alors il y a certes la noblesse, mais il y a également la grande bourgeoisie, la très haute bourgeoisie, qui s'enrichit et qui va petit à petit frayer avec cette noblesse pour marier ses filles avec des nobles désargentés, de façon à entrer dans la noblesse. Mais cette noblesse défend, bec et ongle, le nom, la dynastie, la dignité, quitte parfois à dissimuler des turpitudes et des choses plus ou moins honteuses sous le tapis des apparences. Je ne vous apprends rien, ça dure encore aujourd'hui. Hein, on montre une façade parfaitement propre et lisse, mais l'arrière-boutique en général est pleine de toiles d'araignée. Alors, le matin, il y a le lever. Madame, le matin, alors le matin, vous savez qu'on appelle une matinée une séance de théâtre ou de cinéma qui se passe à 14 heures. Bon, bonjour la matinée. Ça vient tout simplement, oui, des pratiques de ces élites-là, qui se levaient, certes pas très très tard, mais pour lesquelles le matin durait tellement que les activités véritablement sociales à l'extérieur ne commençaient qu'en début d'après-midi. Donc voilà pourquoi on a appelé une matinée ces spectacles qui commencent dans l'après-midi. Alors là, sur cette gravure, vous voyez que madame vient de se lever. Alors les gravures du XVIIIe siècle sont certes très réalistes, mais les graveurs, qui sont tous des hommes, ont aussi des préoccupations particulières. Et ces représentations, même si elles sont véridiques, véhiculent tout de même un message. Le message, vous comprenez lequel? Il est très érotique. Madame est surprise au saut du lit, sa chemise de nuit est plus ou moins en bataille, on a une belle cuisse qui dépasse, et deux petits seins qui sont à moitié cachés. Donc cette gravure est destinée bien sûr à des hommes. Il n'empêche que nous avons un décor qui est tout à fait réaliste, donc un lit dit à la polonaise, donc avec le grand côté appuyé le long du mur, des rideaux qui sont destinés à dissimuler la dormeuse, mais aussi à la protéger du froid, quand je rappelle qu'il n'y a pas de chauffage par le sol et pas de radiateur, donc il ne fait pas très chaud. La table de nuit, ici sur la gauche, avec la chandelle qui a servi éventuellement pendant la nuit, une table qui est creuse à l'intérieur, où l'on a mis un encas, vous allez voir, un fauteuil sur lequel sont jetés quelques vêtements, et deux servantes. Bien sûr, la domesticité est très importante dans ces milieux sociaux. Madame a dormi avec son petit chien. Les petits chiens de manchon sont très très à la mode à l'époque. Ce sont les toutes petites bêtes que même les corgis de la reine d'Angleterre ne pourraient pas y rentrer. On les mettait dans les manchons. Et la dame se promenait avec un grand manchon et dedans il y avait le petit chien. Voilà. Là donc la servante qui est agenouillée présente des mules à madame, tandis qu'une autre va lui passer par-dessus la chemise de nuit ce qu'on appelle un déshabillé, qui est une robe légère dans laquelle elle va procéder tout à l'heure à sa toilette. Alors, quel type de lit? Eh bien, voilà un des lits qui a appartenu à Karl Lagerfeld avant qu'il ne vende. Oui, je savais que Karl Lagerfeld faisait des collections, il avait les moyens, et régulièrement, une fois qu'il avait fait sa collection, qu'il avait meublé son appartement, il vendait tout pour passer à un autre style. Donc, je crois que c'était il y a 18 ou 19 ans, il avait vendu toute sa collection de meubles Louis XV, et ça, c'est un de ses lits. Donc, voilà un des lits à la polonaise de l'époque, donc extrêmement luxueux bien entendu, il y en avait de beaucoup plus simples, mais c'est toujours le même modèle. Donc on a un bâti en bois avec un des grands côtés qui se place le long du mur, hein, ce ne sont pas des lits comme les nôtres. Là il est arrangé en canapé un petit peu, mais enfin bon. Donc on se couchait bien sûr en travers, avec des matelas les posés les uns sur les autres, et ces grands rideaux servaient à fermer le lit. Une fois que le lever est effectué, on passe à la toilette. Alors la toilette, ça n'est pas exactement ce que nous entendons aujourd'hui. Depuis le XVIe siècle,
en rupture complète avec les pratiques médiévales qui consistaient à se laver beaucoup. Au XVIe siècle, l'action conjuguée de l'Église catholique et de la médecine a considérablement réduit l'usage du bain et de l'eau. Pour l'Église catholique, le bain est une honte absolue. On voit son corps, on voit le corps des autres, donc c'est propice à la luxure, à la débauche et à la dépravation. Pour les médecins, l'eau est un danger, parce qu'elle ouvre les pores, et qu'ainsi les airs mauvais, les miasmes, ces espèces de choses qui flottent dans l'air, rentrent dans votre corps à travers les pores et vous flanquent toutes les maladies, dont la peste. Donc à partir du XVIe siècle, on ne se lave plus. Ce n'est pas le Moyen-Âge qui est sale, c'est l'époque moderne, c'est le XVIe et le XVIIe siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On ne se lave pas parce pour des raisons morales, on ne se lave pas pour des raisons d'hygiène aussi, mais parce que justement on a peur d'attraper des maladies. Le problème, vous voyez lequel, donc on cache les odeurs comme on peut. Par contre, tout ce qui est visible, c'est-à-dire essentiellement les mains et le visage, doit être parfaitement net. Donc la toilette consiste à laver certaines choses. Alors, sur ce tableau de 1771, madame est encore sur son lit, elle a toujours son petit chien adoré sur les genoux, et la servante lui rafraîchit les jambes dans un bassin. On se lavait les pieds, une fois en passant. Il y avait des bassins qui servaient à se laver les pieds, oui, pas de problème, mais c'était plus pour des raisons médicales que pour des raisons propreté. Sur le côté droit du tableau, vous avez une table avec une bougie et une mouchette, et j'ai l'impression qu'on ne la voit pas. Si, ben voilà. Voilà, donc mouchette et porte-mouchette qui servaient à couper la neige au fur et à mesure qu'elle descendait. Donc une paire de ciseaux munis d'une petite boîte. Est-ce qu'on voit la flèche bouger? Oui. Donc, voilà. Cette petite boîte ici, là, servait à recueillir les restes de mèche. Donc ce sont des objets en argent que l'on voit souvent passer en vente publique. Je vous parlais de seaux à laver les pieds, en voici un. Donc alors souvent aujourd'hui on les prend pour des jardinières ou pour des grands pots à oranger. Alors ce sont en fait des seaux à laver les pieds. Donc là madame a un petit chat, mais encore une fois l'allusion érotique est évidente, bien évidemment. Hein, le chat. Bon, bref. Elle est toujours en chemise de nuit. Sur sa table de nuit, il y a un coquemar dans lequel on a dû porter de l'eau chaude pour les pieds. On ne se lave pas que les pieds, on fait aussi des choses que, je ne sais pas si elle est toujours vivante, mais je pense que oui, elle aurait appris sa mort. Ré Cazaray avait en son temps préconisé, on faisait des bains de siège. Donc voici une baignoire à bain de siège, pas forcément très pratique pour s'extirper de là-dedans, mais de toute façon, vous ne pouvez pas y entrer complètement. Donc, c'était destiné plutôt à y entrer jusqu'à la ceinture. Ce sont des sièges volants que l'on a apportés dans la chambre strictement pour ces ablutions, puisque, bien entendu, il est évident que ces nettoyages personnels se faisaient à l'abri des regards. Donc, le fait de peindre des tableaux ou de faire des gravures montrant des femmes à leur toilette éveillait des lueurs dans l'œil des messieurs qui collectionnaient ces gravures. Donc ces objets, baignoires, seaux à laver les pieds, cuvettes diverses et variées, n'étaient amenés dans la chambre que pour ceci, et ensuite elles disparaissaient. On pouvait, vous voyez, reposer par-dessus le couvercle qui est basculé à droite-gauche, et ensuite mettre un coussin, ça faisait complètement disparaître l'objet, ou alors le ranger dans une autre partie. Les objets de la toilette étaient également ce genre de choses, les boules, qu'on voit aussi passer en vente publique, mais qui étaient des prix quand même assez sérieux. Alors celle qui est ajourée, c'est une boîte à éponge, une boule à éponge, comme on disait, donc on est placé à l'intérieur une éponge naturelle, et l'autre est une boule à savon. Voilà, voilà donc un dessus, bien sûr, c'était armorié, évidemment. La toilette, c'était aussi des nécessités physiques auxquelles ni nous ni eux à l'époque n'échappaient. Il fallait bien délester son corps de différentes choses. Donc, pour l'urine, eh bien, il y avait ce qu'on appelait des bourdaloos, que vous pouvez parfois trouver, et j'ai l'exemple d'un ami
dont la mère a longtemps pris cet objet pour une saucière et l'utilisait à table, jusqu'à ce que son fils lui dise ce que c'était. Et donc l'objet a cessé de servir. Donc sur le tableau qui est à gauche, vous voyez une dame à sa toilette, alors cette fois-ci véritablement à la toilette étant la table qui est ici, qui est juponnée, sur laquelle il y a un miroir recouvert d'un tissu, c'était systématique, et qui est placé devant une fenêtre, de façon à ce que la lumière du jour, bien sûr, vienne éclairer le buste et le visage de la femme. Elle porte sur elle, toujours se déshabiller, et sur les épaules, ce qu'on appelle un peignoir, qui va permettre d'éviter la chute sur le fauteuil et sur la robe des produits ou des poudres que l'on va utiliser pour la toilette. Et puis ici, donc là, on a un bourdalou qui est posé à terre, et ici, l'objet qui va qui va donner lieu à d'énormes fantasmes masculins, le bidet, pour nettoyer ce que l'on appelait joliment à l'époque l'entrefaisson. L'usage du bourdalou, je crois que c'est Boucher qui nous le montre de façon très crue sur ce genre de tableau. Voilà comment on l'utilisait, bien sûr. Donc vous imaginez les jupes qu'il fallait relever à l'époque pour le bourdalou, mais vous connaissez l'origine du bourdalou. Ce bourdalou, c'est le nom d'un célèbre prédicateur de la cour de Louis XIV. Un de ces prêtres avait Bossuet qui faisait des sermons tellement longs qu'on n'en pouvait plus, et les femmes avaient pris l'habitude d'apporter à la messe ce genre d'objet pour pouvoir se soulager pendant le sermon, parce qu'on n'en supportait plus tellement c'était long. Donc voilà un genre de tableau qui, je présume, n'était pas exposé aux yeux de tout le monde, bien sûr. Ce qui permet aussi de voir une chose, il n'y a pas de sous-vêtements. Pas de sous-vêtements. Les bas, il n'y a pas de porte-jartelle. Donc on a des bas qui montent juste au-dessus du genou. Comme il n'y a pas à l'époque d'élastiques qui vont venir au 19e, on les maintient, que ce soit d'ailleurs pour les femmes comme pour les hommes, par un ruban qui est attaché, qu'on appelle la jarretière d'ailleurs, qui est attaché juste au-dessus du genou. C'est rigolo, hein? Comme image. Donc voilà. Voilà donc un bidet. Alors, meuble ô combien luxueux, bien sûr, pour une activité, pour un acte trivial, vulgaire, mais qui est un progrès dans la propreté. Le XVIIIe siècle commence à redécouvrir le bain, moins comme plaisir, quoique avec les libertins, que comme instrument d'hygiène, ce qui n'était pas le cas véritablement avant. Et le bidet est une invention du XVIIIe siècle, justement, dans ce progrès d'une hygiène corporelle qui était totalement absente avant. Donc le bidet est à l'intérieur, et pour dissimuler la vision, on va dire, évocatrice, gênante un peu, de la cuvette, on a par-dessus un couvercle recouvert de cuir, qui va éventuellement permettre d'ailleurs d'utiliser l'objet à part. C'est une époque également où apparaît la salle de bain. Donc ceci est la salle de bain de Louis XV à Versailles. Vous voyez très bien l'emplacement de la baignoire ici, et l'emplacement des deux robinets d'eau chaude et d'eau froide là. L'eau chaude venant de l'étage supérieur, où il y a toujours, aujourd'hui, les réservoirs qui servaient à être remplis d'eau chaude et d'eau froide pour verser à l'intérieur. Donc voilà un robinet de luxe, tel qu'il pouvait être fait à l'époque, avec la partie qui s'enfonçait dans le mur, et le robinet lui-même, qui était ce petit personnage que l'on tournait pour faire couler l'eau. Mais tout le monde, évidemment, n'avait pas de salle de bain chez soi. Je rappelle que les salles de bain en France, après la guerre, et je parle de la dernière, pendant qu'en Amérique, il y avait pratiquement 2 salles de bain par maison, en France, on était très très loin d'en avoir une seule, très très loin. Donc, à l'époque, il n'y a pas d'eau partout. Donc on fait des réserves. Et ces réserves, ce sont ces grandes fontaines qu'on trouvait souvent dans les cuisines ou les arrière-cuisines, dont il reste aujourd'hui très très peu d'exemplaires. Une peinte par Chardin, l'autre conservée dans une collection privée. Donc c'était de très grandes choses en cuivre, dans lesquelles on peut verser de l'eau, et le robinet n'était pas placé tout en bas, justement pour ne pas récupérer les dépôts de décantation. D'où venait l'eau? Pas du robinet, bien évidemment. Il fallait la faire venir. Donc c'était le rôle des porteurs d'eau qui allaient puiser l'eau dans les rivières, et à Paris dans la Seine,
Je rappelle qu'à l'époque, les gens qui ne vivaient pas à Paris, qui arrivaient à Paris, qui buvaient l'eau de la Seine, ils avaient un certain temps pour s'y accommoder gastriquement, tellement c'était épouvantable. Donc les porteurs d'eau passaient leur journée à monter les étages pour aller livrer des seaux d'eau. Vous voyez la façon dont c'était fait, le pauvre type se trimballait avec ses sangles sur les épaules et ce cercle autour de sa taille qui lui permettait de tenir les seaux écartés, ce qui le soulageait à peine. Toujours la toilette. Cette fois-ci, on a ici deux jeunes dames qui sont devant le feu, qui sont en train de l'une de s'attacher la jartelle, mais regardez ce qu'elle a à ses pieds, un joli petit chat, qui a une signification évidente, bien entendu, au-dessus de la jupe relevée. On a par terre différents objets. Alors on a le soufflet ici, on a un petit écran pare-feu. Le grand écran est ici, avec une bobèche pour la bougie, cette petite tablette qui se rabat et qui pouvait se relever avec une équerre pour poser différents objets. Bref, tout ce qu'il fallait pour passer un moment au coin du feu, qui était, dans les campagnes, comme chez les élites, l'endroit où l'on se tenait le plus souvent, bien sûr. Et donc, toujours ce peignoir qui est là, et un petit peu de coiffure qui est très à la mode sous Louis XV, donc quelque chose d'extrêmement simple, d'ailleurs c'est Madame de Pompadour qui l'a mis à la mode, une coiffure très très basse, très simple, avec un peu de poudre, et on est très très loin des futures extravagances de la mode sous Louis XVI et Marie-Antoinette, avec des coiffures qui montent jusqu'à 50-60 cm de haut. Vous voyez les chaussures qui ressemblent à celles que porte la jeune fille, donc des mules avec des talons relativement hauts. Alors on ne pouvait pas faire de grandes enjambées avec ce genre de chaussures. Donc là, les objets, les vêtements et les chaussures que portaient ces gens à l'époque impliquaient une façon de se comporter. On l'a oublié, parce que nous avons aujourd'hui des vêtements qui tiennent tout seuls, avec des élastiques, qui nous permettent de nous mouvoir d'une certaine manière. Mais à l'époque, les vêtements qui étaient plus amples, qui étaient fragiles, qui s'accrochaient, qui se déchiraient, ces chaussures qui ne tenaient pas, qui ne serraient pas les pieds, il n'y a pas de lacets à l'époque, obligés à marcher d'une certaine manière. On a aujourd'hui complètement oublié. On glissait presque sur les tapis, sur les sols. Voilà un petit écran à main comme celui qui était posé au sol devant la jeune fille. La toilette, c'est aussi un moment de sociabilité. Et dans ces élites, ça n'est pas un moment privé. Rien n'est privé dans la vie des élites. On reçoit. Monsieur, lui, on va le voir après. Mais madame, elle, pendant la toilette, va accueillir dans sa chambre, et bien comme ici, une marchande, comme on dit, à la toilette. Une jeune modiste qui apporte des boîtes dans lesquelles il y a des rubans, des jarretières, enfin, tout un tas de colifichets qu'elle présente, et la jeune fille va passer de maison en maison pendant toute la matinée, puisque la toilette des femmes à cette époque-là dure plusieurs heures. On a fait quelques allusions, mais le mot de toilette signifie plutôt se parer. Donc se revêtir de la robe qu'on va porter en début d'après-midi, pour plus tard en changer, se baigner, se farder, se mettre des bijoux. On a toujours cette table qui est devant la fenêtre, avec le miroir, et puis tous les objets nécessaires, ici. Et toujours le petit chat qui est là, et qui attend sur le fauteuil. Et ici, des marchandes qui vont, qui viennent. Une autre scène de toilette, alors là, encore plus riche. Là, la servante est en train de passer le grand corps de robe à sa maîtresse, cette espèce d'énorme chose qui nécessitait un métrage ahurissant de tissu qui coûtait une fortune. Les maris s'arrachaient les cheveux, je vous le dis de suite. Heureusement que les cartes bleues n'existaient pas à l'époque. Enfin, les factures de tissu pour les robes des femmes, c'était quelque chose de monstrueux. Et sur la table, on voit ce qu'on appelait aussi une toilette, c'est-à-dire un ensemble d'objets en argent contenant tout le nécessaire pour la parure. Et là, notamment, un pot à eau avec la cuvette pour se laver les mains et se donner un petit coup sur le visage. Donc ces toilettes en argent, voilà ce que ça pouvait donner. C'est une toilette de la première moitié du 18e, 1738-39. Donc on pouvait avoir un grand miroir, indispensable, la cuvette et le pot à eau pour les ablutions, les deux bougeoirs, bien entendu, pour l'éclairage,
Des boîtes de toutes sortes pour les épingles, pour les rubans, enfin pour tout ce qui était nécessaire pour faire tenir et les vêtements et la chevelure. Une pelote à épingles, avec un dessus en velours pour piquer les épingles. Brossette, à la fois pour le corps et pour les vêtements. Les mouchettes pour les bougies. Des pots à phare. Des boîtes diverses, il pouvait même y avoir d'autres objets comme une sonnette pour rappeler la domesticité. Donc, moment de sociabilité pendant lequel on reçoit. Alors, la maîtresse de maison reçoit outre des modistes, elle reçoit ce qu'on peut qualifier parfois de parasites. Alors, ce sont souvent des abbés, ces fameux abbés de cour, qui en réalité ne sont pas du tout des religieux, qui sont des jeunes gens qui ont reçu la tonsure uniquement pour pouvoir bénéficier d'une prébende, d'un bénéfice, c'est-à-dire d'une abbaye, qui va leur amener des revenus. Donc ils ont le costume, mais ils n'ont que le costume. En l'occurrence, l'habit ne fait pas le moine. Ce sont des gens qui ont pour métier la galanterie et la gourmandise. Alors tous les matins, ces gens qui peuvent aussi avoir une fonction dans la maison, peuvent être secrétaires de monsieur, ou secrétaire des commandements de madame, c'est-à-dire qu'elle leur dit, aujourd'hui on va faire ça, on va donner un peu d'argent à un tel, etc., etc. Il tient les comptes. Parce que vous doutez bien que monsieur autant que madame ne tiennent pas forcément leurs comptes eux-mêmes. Ils ont des gens pour faire ça. Donc ce matin, cette matinée, eh bien, on reçoit et on va papoter pendant que la servante attend, qu'on va continuer la coiffure, parce que là il y a toujours le peignoir, qu'on va poudrer, qu'on va mettre des bijoux, eh bien on raconte les derniers potins, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tout ça autour d'une table pendant laquelle on va déguster un petit, alors nous appellerions ça un petit déjeuner, ils n'appellent pas ça comme ça, ils appellent ça le premier déjeuner. Alors, le premier déjeuner, on va le voir je crois un peu plus loin, c'est une collation très rapide à base déjà de boissons chaudes, café au lait, chocolat, ensuite le thé, qui va donner ce que nous aurons, nous, notre petit déjeuner plus tard. Donc madame est à sa table de toilette, toujours juponnée de dentelle sur un fond rouge, avec son miroir, son pot à eau, ses boîtes diverses et variées, son peignoir. Et elle se prépare avec, encore une fois, là c'est une version en porcelaine, des boîtes à phare, ici toujours une garniture de toilette en argent, qui est celle du musée des arts décoratifs de Bordeaux, encore plus riche, celle-ci est en vermeil, elle est 1784, mais c'est toujours la même chose, avec une particularité. Ici, il y a une écuelle. Alors, l'écuelle est indispensable, normalement, ben là, une partie de l'ensemble, mais elle n'est pas nécessairement assortie à la toilette, parce que donc, au lever, madame vient à peine de s'éveiller, on a écarté les rideaux, et on lui apporte une écuelle, qui est cette première prise alimentaire du matin, qu'on n'appelle pas le petit déjeuner, qui est la première prise. Je ne sais pas si vous avez vu notre nouvelle disposition d'exposition à l'abbaye, on a fait une petite chose là-dessus, sur la première prise du matin, et sur les écuelles. Dans ces écuelles, on n'y met pas du café au lait. Alors les courageux, je ne parle pas des courageuses, mais les courageux, les hommes, ça peut être du vin, ça peut être même de l'alcool, comme ça on le fait beaucoup, à jeun. Mais généralement, c'est un bouillon. Ce bouillon est fait à base de viandes diverses qui ont longuement mijoté parce qu'on pense qu'en concentrant les sucs nutritifs, on va absorber ces sucs et ainsi restaurer les forces que l'on a perdues pendant la nuit. Le sommeil est considéré non pas comme quelque chose de réparateur, mais au contraire comme une période destructrice des forces, comme presque une mort. On a très peur de mourir la nuit. C'est pour ça souvent que l'on ne dort pas couché. On dort presque assis, sur des oreillers relevés. C'est pas bon du tout d'ailleurs, hein, pas bon. Mais bon, voilà, c'était la croyance de l'époque. Donc ce bouillon, on appelle ça un bouillon restaurant, parce qu'il restaure les forces. Et c'est quelqu'un à Paris, dans les années 1760, qui un jour, sur sa façade, va mettre, je ne sais plus comment il s'appelle, machin, débite des bouillons restaurants. Et on va raccourcir, et ça va s'appeler un restaurant, tout simplement. Voilà, deuxième année. Dans le portrait de Madame Marsollier et de sa fille, 1749, sur lequel on a un détail, vous voyez ici, là, caché par le tissu bleu, un coffret à bijoux,
qui est exactement semblable à celui-ci. Donc c'est une chose extrêmement riche, bien évidemment. Ce sont des petits coffrets de toilettes dans lesquels il y a tout un tas de petites choses. En voilà un autre du même genre, qui est au musée Getty, qui date de la fin du XVIIe siècle, et le voici ouvert. L'intérieur n'est pas marqueté, bien évidemment, en fait il est entièrement en bois précieux, donc coffret à bijoux, coffret à épingles, tout ce que l'on peut imaginer. Une autre dame à sa toilette, toujours, vous voyez, avec le peignoir, les cheveux défaits. Alors il est évident qu'on ne va pas passer sa journée en cheveux, comme on disait, on va les coiffer. Et si l'on regarde bien sur la table, tout à fait à droite, il y a un petit flacon. Donc ce sont ces flacons à parfum que l'on voit dans des nécessaires qui regroupent des flacons pour diverses odeurs. Alors, on se développe à cette époque non plus les parfums comme on les aimait au XVIIe siècle, très forts, très animaux. Le musc, l'ambre, la civette, qui sont issus souvent de glandes anales de certains animaux. Je ne vous dis pas comment il faut les travailler pour leur faire perdre une certaine odeur fécale. Mais ça donne des parfums très puissants, qui sont parfois encore utilisés aujourd'hui, bien que ce sont des muscles, des civettes et des ambres de synthèse, mais ce sont des parfums que l'on retrouve beaucoup dans les parfums masculins, parce que ce sont des odeurs animales. Tout ça va petit à petit disparaître au XVIIIe siècle au profit de senteurs florales et fruitées. Les femmes préférant ce genre de choses. Et Marie-Antoinette préférera de beaucoup les parfums de rose, de violette, d'œillet, bien sûr. Le XVIIIe étant le siècle des femmes, même si elles n'ont pas la liberté et les droits qu'elles ont aujourd'hui, bien sûr, elles prennent un petit peu plus de pouvoir. La Révolution va se charger de leur rabattre. Ça n'a pas été une période de libération pour les femmes. La Révolution, je vous le dis dessus. Donc voilà un coffret de parfums, de flacons de parfums, où l'on trouve à la fois donc, des flacons, un entonnoir pour passer les parfums, des pots à fard, bref, tout le nécessaire pour faire des mélanges éventuels soi-même. Et aussi, au milieu, là, une petite tasse pour le déjeuner, pour le petit chocolat que l'on va boire pendant la toilette, qui vient longtemps après l'écuelle. On a aussi, pour la journée, pour porter sur soi, des petits flacons de parfum que l'on va utiliser pour parfumer le mouchoir, pour se respirer quand on se sent mal, des sels. Ah, j'ai eu la peur. C'est-à-dire qu'avec les corsets qu'elles avaient, les pauvres, la respiration était un peu gênée. Voilà une autre, voilà donc le même nécessaire que tout à l'heure, avec l'indispensable pour la toilette, pot de pommade, les entonnoirs, les ciseaux, le cure-dent et le gratte-langue. Il se grattait beaucoup la langue pour faire disparaître les dépôts blanchâtres. Voilà. Alors après, on va un peu plus loin dans la toilette. Cette jeune femme a toujours son peignoir, mais elle est en train de se mettre sur la peau les fameuses mouches. Alors elle s'est fardée. Ce n'est plus la couche, quand je dis la couche, la carapace de fard que l'on se posait sur le visage au XVIe et au XVIIe siècle, parce que les femmes étaient tellement terrifiées par le vieillissement à partir de l'âge de 25 ans. Déjà, la pression sociale était terrible, terrible. À 20 ans, à 16-20 ans, ça va. À partir de 25 ans, ça commence à plus aller du tout. Et donc la pression sociale est telle qu'elle n'hésite pas à recourir à l'usage de fards blancs à base de plomb, de litarge, de céruse, pour pouvoir égaliser le teint. Le résultat, on les connaissait déjà, les rides, l'empoisonnement, comment on appelle ça, le saturnisme, les dents qui tombaient. C'était terrible. Elle le savait, mais il y avait une telle pression que ça se faisait. Donc là, au XVIIIe siècle, le blanc existe toujours, mais il est beaucoup plus léger. Le blanc est nécessaire à ces élites pour se différencier du peuple. Le peuple, il est dehors, il est bronzé. Quand on est une élite, on n'est pas bronzé. On se défie du hâle. Donc on accélère, on exagère le blanc en se passant le visage au fard blanc. Il n'empêche que même si la couche est moins épaisse qu'avant, le contenu du fard est de toute façon mauvais pour la peau. Donc on se met du blanc, et puis pour rehausser tout ça,
parce qu'il faut aussi avoir l'air un peu joyeux, eh bien on met du rouge. Ici, on a étalé, elles auraient été heureuses de voir tous les matériels de maquillage qui existent aujourd'hui, elles auraient été aux anges. En fait, elles n'en avaient pas beaucoup à l'époque. Donc on mettait du rouge. Et on rehaussait tout ça par des mouches. Que sont les mouches? Eh bien voilà, ce sont des toutes petites rondelles de taffetas noir que l'on gardait dans des boîtes et que l'on se mettait sur la peau, soit en la prenant sur le doigt, soit en utilisant une petite brossette que l'on passait comme ça. C'est comme on le fait aujourd'hui dans les restaurations de tableau avec les feuilles d'or. On se passe la brosse sur la peau pour accrocher un peu, et on prend la feuille d'or comme ça. C'était pareil pour le taffetas. Donc, je vous rappelle, mais vous pouvez le chercher sur Internet, que la position de la mouche avait des significations particulières. Il y avait l'indiscrète, l'ingénue, la ceci, la cela. Et tout ça était un langage très particulier. Voilà le déjeuner qui arrive. Alors, le déjeuner, c'est plus tard. Le déjeuner, ce n'est pas cette prise liquide que l'on a pris au saut du lit. Non, c'est plus tard, c'est en fin de matinée, c'est parfois même à midi pour ces élites. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous faisons nous, aujourd'hui au petit déjeuner, mais beaucoup plus tôt. Donc on a des boissons chaudes, café au lait ou chocolat. Moins souvent le thé d'ailleurs. Donc sur ce célèbre tableau de boucher, on ne voit pas la pendule qui est ici, mais il est 8 heures du matin. Donc c'est la famille de Boucher en fait, le peintre lui-même qui est représenté. Le personnage qui est là est vraisemblablement un commis auquel on a demandé de monter, ça se faisait d'ailleurs beaucoup, une cafetière remplie d'une boisson. Alors ce tableau a donné lieu à beaucoup de commentaires. En réalité, moi je suis désormais persuadé depuis longtemps que ces tasses, vu leur taille relativement ronde, sont des tasses à chocolat. Et que cet objet, bien que ce soit effectivement une cafetière, contient du chocolat. On a dit mais non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le moussoir, le truc qui permet de faire mousser. Oui, sauf que tous les bouquins de cuisine de l'époque disent pour faire du chocolat, prenez une cafetière. La chocolatière en elle-même avec le moussoir, c'est un luxe superflu. Quand on a une cafetière en argent, même s'il n'y a pas de trou pour faire passer le moussoir, aucun problème, on fait très bien le chocolat dans la cafetière. Donc, ces gens-là sont en train de boire du chocolat, il y a un sucrier au milieu de la table, et on le boit à la cuillère, d'ailleurs on le donne à la petite fille. C'est une famille extrêmement aisée, ça se voit au décor qui l'entoure, bien sûr. Mais la dame est toujours en peignoir, elle n'est pas encore préparée pour la journée. Alors les objets qu'on utilise à ce moment-là, ce sont des objets relativement précieux, découverts en vermeil, avec des spatules largement décorées. Donc des objets comme celui-ci, ceci est une cafetière. Le bec était placé très haut pour ne pas prendre le marc, puisque je rappelle aussi qu'à cette époque-là, le café n'est pas fait comme nous le faisons aujourd'hui. Jusqu'à l'invention de la cafetière filtre en 1802, le café en France est fait à la turque. Donc on le fait bouillir, rebouillir, puis on verse de l'eau froide pour faire tomber le marc au fond, et on tire au clair. C'était relativement amer. Et donc on mangeait beaucoup de sucre avec le café pour le déguster et faire passer l'amertume. De toute façon, café comme sucre étaient des aliments chers, donc démonstration de luxe. Les bijoux. Avec une grande mode sous Louis XV, les bracelets miniatures et rangs de perles. Voilà cette dame qui est en train de se passer, avec le petit doigt levé, attention, du rouge sur les joues, avec son petit tampon de poil de soie de je ne sais pas quelle bête, porte à son bracelet, d'ailleurs c'est Madame de Pompadour, à son bras, un bracelet représentant Louis XV en camée. C'est vraisemblablement d'ailleurs elle qui a gravé le camée, c'était quelqu'un qui gravait très bien, autant les camées que les gravures sur cuivre. Donc on attachait le décor du bracelet autour du poignet avec des rangs de perles. Donc là, il n'y a plus aujourd'hui que l'objet lui-même, mais c'est bien grosso modo celui qui est représenté là. Ça a été très à la mode et Marie-Antoinette plus tard aura également ce genre d'objet. Et ici aussi, on a un bracelet. Alors c'était une mode très sentimentale.
on porte le portrait en miniature de son mari, d'une amie, d'un enfant, etc. Oui, là, il y a un gros souci. C'est pas grave. Ouais, là aussi, également, vous voyez, cette dame qui est à son métier à broder, qui est une occupation de dame, porte aussi, à son bras, le portrait, vraisemblablement, de son mari, qui est peut-être d'ailleurs défunt, parce que souvent, c'était une représentation souvenir qui était faite. Ici aussi, Madame Bergeret de Grandcourt, représentée par François Boucher, alors avec ces grandes robes à panier qui n'étaient pas des robes du quotidien, je le rappelle aussi, hein, c'était des robes de représentation, c'était pas fait pour être portées toute la journée, c'était pas possible, elle ne le supportait d'ailleurs pas, mais qu'est-ce qu'elle a au poignet? Elle a, elle aussi, un petit bracelet avec vraisemblablement son mari. Vous remarquerez également le grand amour qu'on avait à l'époque pour les fleurs, jusqu'à les porter sur les vêtements même. Et plus tard, ensuite, ce sera dans les cheveux. Alors, avec cette mode des cheveux plats, c'est pas possible, mais sous Marie-Antoinette, les chevelures et les postiches étaient tellement hauts qu'on y mettait à l'intérieur, dans des armatures, des flacons d'eau dans lesquels on mettait les tiges des fleurs. Imaginez ça sur la tête, avec les poux et les puces. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, hein, cette dame qui était une artiste également, porte à son bras un bracelet en rang de perles et à portrait. Les hommes, toilette, travail, chasse, sport, occupation masculine, s'il en est. Monsieur vient de se lever et il est en train de déjeuner. Alors c'est un tableau italien. Alors les Italiens n'avaient pas tout à fait les mêmes pratiques que nous. Il a ses mules aux pieds, il a une robe de chambre, et vous voyez qu'il est encore en chemise largement dépoitraillée. Son valet est en train de lui faire des papillotes pour friser les cheveux, et il est en train de déjeuner avec quelques fruits et des petits gâteaux. Voilà. Ça, c'est le déjeuner. Là aussi, monsieur est en chemise, il a pris ses aises en posant les pieds sur un canapé. Alors il porte une culotte rouge, des bas gris, mais tout ça va être changé ensuite. Son valet est en train de le coiffer, et il a à la main un petit objet, vraisemblablement, alors de là où je suis, je ne le vois pas, mais qui doit vraisemblablement lui rappeler des choses sentimentales. Alors on note plusieurs choses dans ce tableau. D'abord on a là un bassin pour la toilette, et regardez ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le vase d'aisance, que l'on a sorti de derrière le lit est là, de derrière la garde-robe, on l'a porté ici pour que monsieur fasse ses besoins. Donc on a un seau hygiénique en faïence avec un couvercle qui est posé dans une armature en bois. Bien souvent c'était ce qu'on appelle un fauteuil percé, une chaise percée, mais là c'est carrément une armature qui porte le seau que l'on va ensuite emporter pour le vider dans une fosse dite d'aisance. Alors à cette époque, on jette beaucoup moins par les fenêtres. Ça se faisait beaucoup plus au Moyen-Âge, au XVIe siècle, mais au XVIIIe siècle, quand même, on le fait moins. Il n'empêche qu'il n'y a toujours pas de toilettes avec des chasses d'eau. Ce sont les Anglais qui les inventent. C'est un Anglais qui a inventé ça au XVe siècle sous Élisabeth Ier. Malheureusement, ça n'a pas intéressé grand monde, mais il avait inventé les toilettes avec chasse d'eau. Et ce n'est que la fin du XVIIIe siècle que ça s'est développé, et au XIXe que ça s'est répandu, mais jusqu'à la fin du XIXe, les Français, décidément, ne préfèrent avoir des chaises percées plutôt que des toilettes avec des chasses d'eau. Passons. Donc voilà des objets spécifiquement masculins. Donc un plat qui peut servir à la fois pour laver les mains avec le pot à eau, et si vous y ajustez sur la bordure ce genre de choses, eh bien vous obtenez ceci, un plat à barbe. On tenait le plat sous le cou, qui venait se placer dans l'échancrure, et vous étiez rasé comme ceci. Voilà, donc un plat à barbe en faïence de moustier. Vous savez que des plats à barbe, on en trouve, en voulez-vous, en voilà, sur les brocantes. Après le... Et pourquoi il pas voilà.
après la toilette, monsieur, pendant que sa femme est à sa toilette, lui va passer un certain temps à son étude, au bureau. Donc quand je disais que ces gens n'étaient pas oisifs, effectivement, ils ne le sont pas. Maintenir son nom, maintenir son rang, c'est maintenir ses revenus. Et pour avoir un train de vie comme celui-là, qui était exigé par leur qualité et par leur rang social, il faut examiner et tenir de très près les comptes de la famille. Parce que les revenus, c'est le nerf de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et comme ces gens avaient des propriétés partout, il fallait tenir de près les fermiers et les gens qui faisaient rentrer l'argent. Donc ils passaient une grosse partie de leur journée à faire, avec d'autres personnes, à voir les comptes, à les vérifier, à les contrôler pour que l'argent rentre bien. Ça n'était pas une sinécure. Et outre ceci, il y avait la plaie de l'époque, les procès. Les procès, c'était une catastrophe. Non seulement ça durait 10, 15, 20, 30 ans, mais alors en plus, on en faisait à tout le monde. Parfois même, les pères et les mères à leurs enfants, les enfants à leurs parents, les cousins, les tantes, les oncles, tout le monde faisait des procès. C'était une société très âpre, très dure, parce que sans argent, c'était la honte, c'était la banqueroute, et c'était déchoir. Plusieurs familles de la grande noblesse française au XVIIIe siècle ont eu la honte de tomber en banqueroute. C'était une catastrophe. Donc voilà le genre d'objet dont on pouvait s'entourer à l'époque. Vous voyez, cette pendule-là correspond tout à fait à celle qui est ici, sur le cartonnier du bureau. Une pendule évidemment extrêmement luxueuse, puisque c'est d'abord par les bronzes et la porcelaine, mais c'était le cadran qui tournait horizontalement, et c'est la langue du serpent qui indiquait l'heure. Ce n'est pas un cadran à aiguille. Tableau de Jean-Baptiste Greuze, qui montre un monsieur à son étude également, donc là où il est avec un beau vêtement de soie, mais pareil, il est en train d'étudier, de travailler, donc tout ça est absolument nécessaire. Ce sont des gens qui non seulement font leur compte, mais qui ont des activités de travail de curiosité. Robe de chambre doublée, assortie au gilet et à la culotte, donc signe de très très grand luxe, bien entendu. Bureau aussi luxueux, vous voyez que la ceinture de celui-ci correspond à la ceinture de celui-là. Donc des grands bureaux plats qui sont l'apanage des hommes à l'époque. Donc celui-ci, c'est celui du bureau des princes de Condé qui est au château de Chantilly. Autre bureau, là le monsieur est en train de travailler en robe de chambre. Alors, les robes de chambre sont aussi un vêtement de grand luxe. Celle-ci est peinte, en voici une véritable, et on mettait sur la tête, pour éviter d'avoir apporté une perruque encombrante quand on était chez soi, comme on avait le crâne rasé pour avoir la perruque, c'était la mode, on portait des bonnets d'intérieur. Donc voici quelques exemplaires saillants. Je vous imagine aujourd'hui avec ça sur la tête. Mais bon, à l'époque, évidemment, ça ne prêtait pas à sourire. Fait avec des broderies, bien sûr, faites à l'aiguille, il est évident que tout ça n'est pas fait mécaniquement. La chasse, c'est une autre activité masculine et quasiment réservée à ces gens de la haute société, donc on se faisait représenter en veneur, avec les bottes, avec la tenue de chasse, avec les chiens et avec le gibier gisant mort à côté. Toujours pareil, avec les chiens qui rapportent, je ne sais pas, une perdrix, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas un chasseur, donc je ne sais pas, perdrix ou autre chose. Le sport également, le sport, notamment le jeu de paume, qui va donner ensuite naissance au tennis, puisque le mot tennis, c'est une déformation anglaise du tenez. Bon, je crois que c'était vraiment du service, une tenez, ça veut dire tennis. Le jeu de paume, c'était quelque chose de très aristocratique et très particulier. C'était pas comme le tennis, puisqu'on pouvait utiliser les plans inclinés de la galerie qui bordait le court pour faire des renvois de balles. Bon, aujourd'hui, pas évident. Midi, le dîner. Le dîner se fait à table à cette époque-là, mais c'est très rapide. C'est très très rapide. Alors dîner aujourd'hui, c'est pour nous le repas du soir. Au XVIIIe siècle, c'est le repas de midi. Mais les changements qui vont avoir lieu à la fin du XVIIIe siècle vont faire que le mot déjeuner va passer à midi et que le dîner va passer au repas du soir.
qui s'appelait aussi le souper. Donc le souper va disparaître. On aura le dîner et on aura le déjeuner. Au lieu d'avoir le déjeuner à midi, le souper le soir. Alors, je vous passe les surtout de table, donc qui étaient des objets de très grand luxe que l'on mettait au milieu de la table et sur lequel, vous voyez, il y avait des saupoudreuses, des salières pour le sel, le poivre ici, des bougies pour éclairer. Tout ça était quelque chose de très luxueux, que l'on a ensuite remplacé par de simples compositions décoratives, en argent bien entendu, en porcelaine ou tout autre matériau. On y avait des objets tels que les saupoudreuses pour le sucre, qui étaient donc considérées comme une épice, c'était très cher, et le coût de l'époque faisait que l'on saupoudrait absolument tout. Parfois, si on en avait le goût, la viande et le poisson, avec les résultats qu'on imagine sur la santé. Des salières, des poivrières, des saucières, bien évidemment, des huiliers vinaigriers, tout ceci pour assaisonner la viande. La viande était servie nue, il n'y avait pas d'accompagnement, pas de légumes avec. Donc on assaisonnait, les uns avec de l'huile, les autres avec du vinaigre ou du verjus. Il y avait une sauce passe-partout, comme la sauce Robert ou une sauce piquante que l'on pouvait mettre sur la viande. Le sucre, le sel, le poivre, et aussi on grignotait des olives. Les Français ont adoré les olives, grignoter pendant le repas. La moutarde, que l'on utilisait soit en poudre, soit toute prête. Alors ce n'était pas de la mora, bien sûr. La moutarde était vendue en poudre et on la mélangeait avec ce qu'on voulait. Verjus, vin blanc, vinaigre, ou miel, herbe, tout ce qu'on voulait, selon le goût. Et des flambeaux pour éclairer la table. Voilà le genre d'objet que l'on pouvait donc trouver, ainsi que les boîtes à épices, dans lesquelles on mettait de la poudre de cannelle, de la poudre de gingembre éventuellement, et au milieu souvent il y avait ceci, qui est une râpe pour la noix de muscade. Donc n'hésitez pas à saupoudrer. Donc voilà, alors ça, ce tableau, vous pourrez le retrouver à Belle-Perche, il y est exposé. Vous avez des gens à table avec un repas, le dessert, ici à droite, là, les gens vont se lever, ils ont posé leurs vêtements négligemment et ils vont se lever pour prendre le dessert. Donc monsieur et madame sont prêts. Voilà le genre de table que l'on pouvait avoir chez des gens extrêmement riches. Donc ceci est en Angleterre, c'est à, je ne sais pas, comment on prononce Lise Waddesdon Manor chez... Ça s'écrit comment? W-A-2-D-E-S-D-O-N. Waddesdon. D'accord. Moi, je me trompais complètement. Je prononce à la française Waddesdon. Waddesdon Manor, c'est un grand château des Rothschild qui aujourd'hui se visite. C'est un musée. Il y a des pièces extraordinaires du XVIIIe français. Donc voilà comment on pouvait disposer une table au XVIIIe siècle pour un dîner du soir, avec un grand surtout plein de porcelaine, avec des services de porcelaine. Ceci est un service de dessert sur lequel on a sucrier pour le sucre en poudre, compotier ici pour les fruits en compote, des petites tasses pour servir les glaces et les seaux pour servir la crème glacée que l'on plaçait dans une doublure à l'intérieur entre deux lits de glace pilés avec du sel qui augmentait le froid. Voilà le cardinal de Beaumont, qui était archevêque de Paris, qui était un être délicieux. Je plaisante, hein, bien évidemment, c'était un rigoriste terrible qui avait ce service-là à ses armes, donc un service en porcelaine de Chine, vous voyez, à ces armes-là. Voilà. Donc la table était parfaitement bien ornée à l'époque, mais aussi on pouvait faire des repas. Donc vous noterez des éléments typiques de l'aristocratie. Vous avez le serviteur noir, ici, qui porte, je ne sais pas si on le voit bien, on va peut-être le voir mieux ici. Voilà, effectivement. Alors, c'est pas le repas d'huître, c'est un repas de chasse. Une halte à l'auberge. Mais le serviteur noir, que porte-t-il autour du cou? Un collier d'esclavage. Alors, ce ne sont pas des esclaves, bien évidemment. Mais il y a toujours cette coutume de leur faire porter un grand collier très large, qui est à peu près semblable à celui que l'on faisait porter aux chiens. Et donc, oui, mais ils y voyaient pas mal. Hein. On ne peut pas juger avec nos propres... C'est affreux, bien évidemment. Mais on ne peut pas juger avec notre façon de voir. C'était à la mode, déjà depuis le XVIIe siècle, d'avoir un serviteur noir.
Ils étaient extrêmement bien traités, à tel point que, je crois que c'est Zamor, qui était le serviteur noir de Madame du Barry, a été quasiment son héritier. Mais voilà, voilà. Alors, il y avait donc le serviteur noir, il y a bien sûr le carrosse, il y a les tenues, et il y a la table qui est servie en argent. Tout ceci étant bien sûr déballé d'une malle qui est transportée dans le carrosse, et on fait une halte entre gens de bonne compagnie, et on déguste des viandes en général. On mange beaucoup de viande. C'est une société qui est extrêmement carnée. La viande étant d'ailleurs spécifique à la noblesse. L'après-midi, que fait-on? Eh bien, on boit, on goûte, on déguste les boissons exotiques, le thé, le café, le chocolat, dans le jardin. Donc vous avez le serviteur qui est là, qui sert le café, on fait goûter à un enfant. Vous avez un détail. Donc, je vais vite passer sur les cafetières, puisque ce sont toujours les mêmes. Qu'après, il faut laver. Donc, il y a ce qu'on appelle des récureuses, qui n'ont pas du pexitron. Ça n'existe pas. Même pas les cristaux de soude, ça n'existe pas non plus. Donc, pour récurer, qu'est-ce qu'on a? Regardez ce qu'il y a ici. De la crème. Oui, des poudres qui récurent. Et après, il faut astiquer. Il y a du sable, ce qu'on appelle aussi du sablon, des cendres. On fait la vaisselle avec ce qu'on a. La plupart du temps, on se contente tout simplement de passer à l'eau chaude, et puis terminer. Et je ne vous dis pas, dans certaines campagnes, qui c'est qui lave la vaisselle avec sa langue. Bref. Le chien, oui. Oui, c'est vrai. Alors, le thé est un élément de distinction. D'ailleurs, en France, et contrairement à beaucoup d'autres pays, alors l'Angleterre, la Russie, etc., le thé est resté jusqu'à très récemment, très très récemment, jusqu'à les années 60-70, une boisson bourgeoise et aristocratique. Donc, à cette époque-là, encore plus, le thé valait une fortune. Et le fait de se faire représenter en train de boire du thé, de tenir une tasse de thé comme ici, et en rajoutant le détail de prendre du sucre, autre aliment très cher, c'était une façon de se distinguer et de montrer sa richesse. Alors là, la dame est en train de boire son thé, qu'elle a pris sur une petite table comme celle-ci, qu'on appelle une table cabaret. Le cabaret, à l'origine, le mot désigne un plateau. Plateau que l'on a ensuite transporté vers le meuble lui-même, mais là vous voyez que le plateau vient s'encastrer dans le bois de la table, et que l'on a ensuite fait passer à un service de porcelaine pour boire le thé. On appelle ça un cabaret. Donc voilà le genre de compagnie, de bonne compagnie que l'on pouvait avoir à l'époque. Alors, c'est ce qu'on appelle le thé à l'anglaise chez le prince de Conti. Thé à l'anglaise, tout simplement parce que les élites françaises de Paris, ensuite ça s'est répandu, ont pris l'habitude de déguster le thé comme le faisaient les Anglais. Il y a eu une grande mode anglophone. On détestait les Anglais au plan politique, mais alors par contre, qu'est-ce qu'on a pu leur emprunter? Les toilettes à l'anglaise, les courses de chevaux, certaines couleurs, la franc-maçonnerie, tout un tas de trucs, y compris les idées parlementaires, qui ont bien cours juste avant la Révolution. Donc le thé à l'anglaise, c'est tout simplement une façon agréable de passer l'après-midi. C'est pas le 5 o'clock, attention, ça c'est au 19e siècle. C'est une façon agréable de passer l'après-midi en bonne compagnie. On boit du thé, mais en même temps on mange. Parce que la particularité normalement du thé anglais, c'est qu'en même temps on sert des sandwichs. Non? Ça dépend de l'heure. Hein. Disons à l'époque. Là, en fin d'après-midi. Ça peut servir de brunch, de lunch. À l'époque, évidemment. Non, mais je demande si les sandwichs étaient de cette époque-là. Je crois que c'est un peu plus tard. Oui, c'est pas, mais on sert des viandes froides, on sert tout un tas de choses salées qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Donc à cette époque-là, voilà ce que l'on fait. Et effectivement, si on regarde bien ici, on a des dames qui sont assises autour d'une table de thé. D'ailleurs, vous remarquerez que celle-ci pourra être dans la soucoupe. Venez à Belle-Perche, j'ai fait une nouvelle vitrine où on parle de ça. Et là, des dames qui mangent. Donc, on boit le thé et en même temps on mange. Et ainsi, on passe agréablement une partie de l'après-midi jusqu'au soir. Donc voilà un service à thé de porcelaine de Sèvres avec la théière, le pot à lait, les tasses, le sucrier et un objet que les Français ne comprennent pas toujours, et encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui où on ne l'utilise plus. Alors je suis désolé pour la prononciation, le waste bowl, le bol à déchets. En réalité,
on peut dire de ces bêtises dans les livres d'histoire français, parfois écrits par des grands historiens. En réalité, ce genre de choses servait à plusieurs trucs. D'abord, on y vidait les tasses, les fonds de tasses, parce qu'on faisait l'infusion dans la théière. Donc on rajoutait de l'eau chaude au fur et à mesure, et il n'y avait pas forcément de filtre, ou très peu. Donc en versant, on faisait tomber des particules. Alors, les Américains et les Anglais avaient inventé au début du XVIIe siècle une petite cuillère percée qui servait à ramasser tout ça. Les Français ne l'ont pas utilisé. Donc régulièrement, on vidait les fonds dans le bol. On vidait ensuite les feuilles de la théière. Et puis ça servait ensuite pour remporter le service, on mettait les tasses et les soucoupes à l'intérieur. Voilà à quoi ça servait. Sur ce tableau qui est très célèbre, qui représente la famille du duc de Penthièvre, ils sont en train de boire café et chocolat. C'est aussi un exemple de distinction que de se faire représenter de cette manière. Donc vous avez la princesse de Penthièvre, la grande amie de Marie-Antoinette, qui a été décapitée. La princesse de Lamballe, voilà, merci. Qui est ici, qui tient une tasse de chocolat, et son mari, le pauvre Penthièvre, qui boit dans la soucoupe, ce qui n'était pas du tout considéré comme une chose vulgaire à l'époque. Vous voyez, celle-ci est en train aussi de verser, toujours avec le petit doigt levé, le café ou le thé dans la soucoupe. C'était normal. C'est plus tard que ça a été considéré comme vulgaire. Les jeux. Ah, le jeu est une grande passion. On joue de l'argent, mais alors attention, hein, on perd et on gagne des sommes considérables avec la plus grande impavidité. On perd, on gagne très bien, mais on ne le montre pas. L'argent ne compte pas dans ces milieux-là. Tant pis. Évidemment. Noblesse oblige. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout le monde faisait comme ça. Hein. On a des textes qui parlent de gens qui étaient tellement énervés qu'ils ont jeté les cartes en l'air, qu'ils ont cassé des chaises et qui se sont battus avec d'autres. Mais normalement, on est entre gens bien élevés. Donc là, on joue au tric-trac. On a des tables à jeu qui ont plusieurs plateaux. Donc celui-ci, quand on le retourne, eh bien, on a le jeu d'échecs, le damier. Si on enlève le plateau, on a le tric-trac dedans. Alors aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle le tric-trac, c'est le backgammon, c'est ça? Hein, c'est ça. Voilà, je ne sais pas y jouer, je suis désolé. Et bien entendu, sur les côtés, on a les tiroirs dans lesquels se trouvent les pièces du jeu. Allez visiter, je vous engage à aller visiter le château de la Motte à Bardigues, qui ouvre depuis le mois d'avril pour la première fois depuis le XVIIIe siècle à la visite. Vous y verrez des tables à jeu. Très jolie chose, très très beau, je vous y engage. Voilà, donc on se réunit pour jouer aux cartes. On perd, on gagne. Vous voyez ici au milieu ce qu'il y a, là, c'est une bourse à jetons qui ressemble tout à fait à celle-là. Voilà, qui porte les armoiries de Filippo, comte de Maurepas, qui a été secrétaire d'État de la marine de Louis XV. Donc on y avait dedans des jetons ou de l'argent. On joue à des choses qui vont être l'ancêtre du loto, notamment la cavagnole, qui est ce genre de choses. Donc la cavagnole, vous avez une poche percée avec un bout en ivoire dans lequel il y a ces olives, dans lesquelles olives il y a des numéros, un peu compliqué, il faut ouvrir le truc pour lire le numéro, et puis des cartes avec des valeurs, donc de très très jolies cartes, très décorées. Donc en fait c'est un début du loto, tel qu'on l'aura, sauf que le loto est plus simple, on tire un numéro, on lit le numéro et on pose un train de malice. Il n'y en a plus, il y a même des trucs inventés, je crois. Sur la galanterie de la fin de l'après-midi. Ah là là, la galanterie aujourd'hui, considérablement battue en brèche par le féminisme, puisque c'est considéré comme étant une chose affreusement patriarcale et à bannir. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, au XVIIIe siècle, à la Révolution, et puis au XIXe, il y avait eu des contestations de la galanterie à la française. Donc, la galanterie, ça consiste à être aimable avec les dames, à les lutiner, mais de façon tout à fait correcte, ce qui permet aussi de voir comment étaient les robes de ce milieu social, donc qui demandait des kilomètres de soieries que l'on brodait à la main, bien évidemment, puis que l'on découpait, que l'on changeait régulièrement. On ne portait jamais la même robe plusieurs fois dans la même saison, ce qui ne veut pas dire qu'on les jetait, on les réformait, la famille royale notamment. On les donnait à ses domestiques, on les découpait pour faire d'autres vêtements, on les donnait pour en faire des vêtements liturgiques, ou on réutilisait les tissus pour couvrir les sièges.
ça ne se perdait pas. Voilà, donc alors, ce n'était pas des robes d'un seul morceau, bien sûr. Hein. Il y avait le corps, la pièce d'estomac qui s'attachait au corset. Par-dessus, on mettait le jupon qui s'attachait à la taille. Et par-dessus encore, il y avait le corps de la robe qui venait s'attacher. Voilà. Et puis derrière, il y avait le grand dos qui tombait jusqu'au sol. Il y avait ensuite des petits éléments comme ce qu'on appelle ici les engageantes. Donc ils sont des parements de manches. La manche s'arrêtait à la saignée. Et par-dessus le reste, tombait ce genre de choses en dentelle. Mais bon, passons. Voilà donc la robe à la française, hein, la pièce d'estomac, avec son échelle de nœuds de ruban, les plis dits watteau dans le dos, hein, cette grande chose qui tombe, les engageantes, le manteau de robe, le jupon, voilà, et puis bien sûr tout le reste, les cheveux poudrés, la mouche, et le tour de cou en dentelle que vous voyez là, le tour rehaussé de fleurs. Ce sont des vêtements de cour, ce sont des vêtements de représentation. On ne portait pas ça toute la journée, bien évidemment. C'était trop encombrant et trop inconfortable. Voilà, les engageantes. Allez, on passe. Les hommes. Les hommes portaient habits constitués d'un gilet, d'une culotte, avec des broderies, bien évidemment. Donc celui-là est très tôt, 1730 et 1740, ça, la forme va évoluer plus tard. Voilà une culotte d'homme qui s'arrête au niveau des genoux, puisque ce sont les bas qui viennent ensuite. Il y a un pont, bien évidemment, parce que sinon, on ne peut pas faire pipi. Voilà donc un portrait d'un monsieur qui a travaillé pour Madame de Pompadour. Comme vous voyez, il a ces perruques, puisqu'on se rasait les cheveux pour porter perruques, ces perruques à rouleau, qu'ensuite l'on poudrait, et qui laissaient des traces, c'est pas une pellicule, qui laissaient des traces sur les vêtements, et les tours de cou. Voilà un tour de cou avec sa boucle en argent. Autre occupation, la musique, donc apanage de la noblesse, donc des salles dans lesquelles on s'installait avec les instruments de musique, la harpe, ou comme ici, la guitare. Beaucoup de femmes savaient parfaitement bien jouer de la musique. Toutes les filles de Louis XV étaient non seulement mélomanes, mais excellentes musiciennes. Ouf, pas beau ça. Non, c'est pas terrible. Voilà. Bon, on va passer sur ce truc-là. Là. J'arrive pas à voir ici ce très joli petit tabouret. En voici un exemplaire ici. Voilà. Sur le bureau, on a les nécessaires, l'encrier et le truc à poudre. Cette espèce de poudre qui était parfois de la poudre d'or que l'on versait sur l'encre à peine sèche pour la faire sécher. La sonnette pour appeler le domestique. Les fauteuils du salon, alors très très rarement dorés, hein, ça ne se faisait pas au XVIIIe siècle, sauf dans les palais royaux, avec des fauteuils qu'on appelle les fauteuils à châssis, où l'on pouvait changer les tissus. En fait, on peut tout simplement démonter très facilement, ça s'enlève comme ça, le dossier et l'assise pour changer le tissu, selon les saisons. Les lits dits à la turque, donc qui étaient souvent des lits de repos, sur lesquels les dames s'allongeaient pour recevoir leurs amis. On recevait encore beaucoup dans la chambre. Voilà un jeune homme qui tient son violon, qui compose, et vous voyez la trace des poudres sur le vêtement en velours. Cette dame, toujours avec ses grandes manches et ses engageantes en dentelle, son grand tour de cou en soie, est en train de jouer des pièces d'opéra comique sur un clavecin, puisqu'on a pu déterminer que c'est l'épouse de M. Favard, hein, le compositeur de théâtre et d'opéra comique. Donc le clavecin, qui est un instrument éminemment aristocratique, avec ses différents claviers, mais aussi la vielle, plus inattendue, mais enfin, on jouait aussi de la vielle, alors pas les vielles rustiques, hein, de très très belles vielles. Vous noterez le détail ici sur la cheminée, les tablettes de la cheminée servaient à tout, on y posait absolument de tout, et en particulier ici on a un sucrier et une tasse. Voilà. Une vielle à peu près semblable à celle qui est représentée sur le tableau. Ça n'est pas n'importe quoi. C'est une vielle à roue, comme celle qu'on utilise encore aujourd'hui dans les orchestres occitans. Voilà. Très très belle, hein, avec sa crosse, avec le visage humain, et puis sa marqueterie, et puis la manivelle pour tourner. Également, réunion musicale.
Vous voyez qu'on pouvait on assistait au jeu et à la musique en étant à genoux sur des chaises qu'on appelle des voyeuses, parce que ça permettait de regarder le jeu à table ou d'écouter la musique. La fréquentation des salons aussi, très important. Donc le salon de Madame Geoffrin, donc ceci est une représentation idéale évidemment autour du buste de Voltaire. Donc Madame Geoffrin, la voilà, donc très, très connue pour son salon. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors elle porte ce qu'on appelle une marmotte, c'est-à-dire ce petit vêtement entouré de fourrure, et elle a sa tabatière, parce qu'à l'époque, on pécunait. Le fait de pécuner, c'est le fait de priser. On prenait du pétum, qui est le nom du tabac, et hop, on aspire gaiement. On ne fume pas le tabac à l'époque, on l'aspire. Alors je ne dis pas les narines dans quel état elles sont, parce qu'on pensait d'abord que le tabac soignait, ça soignait le rhume. Donc on aspirait le tabac pour sécher les rhumes. Bref. Dans la cigarette, ça viendra plus tard. Pour pouvoir être assis, les jambes allongées, et écouter une lecture tranquillement au coin du feu, tout en dégustant du thé dans une théière en arbre. Vous voyez, Madame de Pompadour, ici, dans un accoutrement de représentation, bien évidemment, pas du quotidien, avec de très beaux meubles, des éléments de gravure ici, faits par elle-même, rappelant son rôle de protectrice des arts et d'artiste elle-même, et une très jolie table à écrire, avec dans le tiroir l'encrier, qui est tout à fait semblable à celle-ci. Voilà. Hein, qui a également le même tiroir là, voilà, avec l'encrier à l'intérieur, le bâton de cire à cacheter, et un cachet vraisemblablement gravé par elle-même. Au pied de la table, vous voyez ici des livres gravés à César, comme ici. Les tables de toilette étaient également très luxueuses. Donc celle-ci est une table qui peut servir à écrire, mais qui peut servir à la toilette. Donc on pousse le plateau, ça coulisse, on lève les choses. Ce sont des tables mécaniques qui étaient très appréciées à l'époque. Alors, la marquise des Guirandes, qui porte robe de cour, éventail. Alors, l'éventail est un instrument extrêmement important de la parure féminine parce qu'il est porteur de messages selon la façon dont on l'ouvre, dont on le tient devant le nez, devant la bouche, etc. La marquise de la Mure, la dame au voile d'Alexandre Rollin, vous voyez, elle s'apprête à aller au bal en fait. Elle a ce qu'on appelle un domino. Et elle tient son petit éventail avec un petit sourire. Je veux dire, suivez-moi, je l'aime. Voilà un éventail. Vous pouvez en voir aussi comme ceci au château de Bardi. Et je vous engage, encore une fois, à y aller. C'est un éventail peint avec les branches en écaille ajourées et incrustées d'or. Le détail. Voilà, des éventails peints, toujours et encore, avec très très belles branches. Vous voyez ça, incrustées d'or de différentes couleurs. Voilà. C'est très fragile. Bien évidemment, c'est du papier. Vous savez qu'en papier peint, là, une branche en ivoire, avec représentation d'un repas de la famille royale. Voilà, encore un. Ensuite, un homme assis à sa cheminée, avec des chaussures à boucles. Alors regardez donc les chaussures que l'on voit ici. Ben voilà des boucles de chaussures d'homme, en argent, en or, avec parfois des strass, parce qu'il n'y a pas de lacets, donc il faut bien fermer les chaussures, évidemment. Donc sur la cheminée, on a une garniture de porcelaine, que voici. Voilà, c'est exactement la même. Donc des porcelaines de Chine qui viennent à grands frais, et dont on rehausse la valeur en les faisant monter en bronze doré. Pareil, des chenets en bronze doré. Le monsieur que vous avez vu sur le tableau est assis sur une bergère, très confortable, qui permet de s'incliner la tête tout en étant protégé du courant d'air. Jean-Paris de Marmontel, qui est le banquier de la cour. Alors, je ne vous dis pas la richesse de ce bonhomme-là. Il est dans un entourage extrêmement luxueux. Donc, que voit-on autour de lui? Eh bien, une pendule, un cartel d'applique. On voit aussi, ici, ce petit bonhomme qui est l'enfant à la cage de Jean-Baptiste Pigalle. C'est le sien, c'est le même, qui était sa propriété. Donc, ces gens étaient des collectionneurs, non seulement d'objets de luxe, mais de meubles de grand luxe. Ils ont fait, avec leur argent, la réputation de l'artisanat français. Attention, il ne faut pas l'oublier. Une table de travail est recouverte d'un tapis qu'on appelle un bureau. Le bureau
gros, c'est le tapis qui recouvre la table à la base. Voilà. C'est l'heure, hein? Oui, c'est l'heure. C'est ça. Donc, voilà, des pendules. Voilà, toujours pareil, on retrouve les mêmes pendules. Donc, voilà, des objets, des tabatières comme celle-ci. Bref, un environnement de luxe. J'en ai terminé, de toute façon. Un environnement de luxe que l'on retrouve aujourd'hui dans les musées, que vous pouvez voir largement sur Internet. Et tout ça, une civilisation qui s'est éteinte à la Révolution, puisque bien évidemment tout ça a complètement changé. De toute façon, déjà à cette époque-là, des mutations étaient en cours. Les jeunes ne voulaient plus vivre. Tiens, déjà, dans cette chose-là, ils étaient très influencés par l'Angleterre. Donc ils se coiffaient à l'anglaise, ils se vêtaient à l'anglaise, ils vivaient à l'anglaise, c'est vrai. Et donc, ils ne supportaient pas ce que faisaient leurs parents. Donc, même sans la Révolution, les choses auraient très largement changé, mais c'est sous Louis XV qu'il y a eu cet apogée d'une vie de luxe avec tous ces objets-là. Et je m'arrête parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Comme vous avez raison. Mais j'ai entendu chanter. Voilà. Use the microphone. À bientôt. Je vous engage également quand même à regarder, à visiter notre site, parce que nous avons fait, enfin Joël surtout, Joël a fait une chronique de nos archives, enfin, des archives municipales, qui sont un peu nos archives parce que nous sommes en train de les trier, de les classer, de les répertorier, etc., etc. Donc il y a quelques photos qui sont fort intéressantes.